Bien, merci beaucoup. En fait, mon exposé ne va pas vous éclairer parce que je ne vais pas faire mon exposé. Nous sommes convenus avec Muriel et René qu'il valait mieux à cette heure conclure le colloque. Mon exposé se trouve dans le livre du colloque que vous allez tous vous précipiter pour acheter, évidemment, lorsque nous nous serons séparés. Mais nous pourrons reparler du politique. Alors donc il me revient l'honneur de conclure ce colloque et je crois que comme ceux qui l'ont précédé, ce colloque Gypsy consacré au consentement aura ouvert de nombreuses pistes, posé plus de questions finalement qu'il n'aura apporté de réponses. Peut-on conclure alors sur cette énigme que constitue le consentement ? Longtemps, cela a été rappelé, le consentement a pris la forme d'un accord contractuel qui se déployait dans un cadre politique ou institutionnel. Ce contrat peut être explicite, comme il l'est en démocratie, où le consentement est renouvelé lors des élections, même si la majorité vient à changer. Il peut être également implicite, comme nous l'a montré ce matin Françoise Benamou dans l'analyse du prix d'une marchandise ou d'un bien qui apparaît comme le résultat d'un contrat finalement entre acheteurs et vendeurs. Mais aujourd'hui, parler du consentement ne se limite plus à ce cadre légal et somme toute pacifié. Son irruption dans le domaine de l'éthique médicale, mais aussi des expériences sexuelles et amoureuses, exige, comme l'ont souligné Clotilde Leguil et Manon Garcia, que nous sortions de ce cadre et que nous le pensions selon un régime différent. Et je songe ici au geste que fit Foucault dans son Histoire de la sexualité, venant en fait complexifier le modèle que lui-même avait défini dans ses recherches précédentes, pour montrer finalement comment la sexualité venait s'interposer dans les jeux savoir-pouvoir et faire jouer une triangulation qui renvoie à la question du sujet comme homme de désir. Le consentement serait donc, je crois que maintenant nous en sortons convaincus, davantage l'énoncé d'un problème que l'expression d'une solution. Le lieu où se joue l'équivocité de notre condition humaine entre doute et affirmation de soi, entre passivité et activité, et la manière que nous avons de nous y rapporter pour nous-mêmes et pour les autres. J'ajouterais que la notion de consentement est aujourd'hui, me semble-t-il, symptomatique des désordres que connaît notre époque, dans la mesure où elle met en exergue les défis qui lui sont proposés, notamment la question des identités et, on l'a vu, celle de la violence. Le consentement n'est pas un terme univoque. Il est toujours déterminé par les circonstances qui l'accompagnent, celles dans lesquelles il se produit. Sauf dans de très rares cas, peut-être, on l'a vu, l'engagement militaire pour une cause précise, le mariage, peut-être aussi quelques cas médicaux également, il n'a pas de lieu à soi. C'est de cette équivocité dont jouent d'ailleurs ceux qui l'invoquent pour commettre les violences. Le consentement, ce consentement dont Laurence Joseph nous a parlé, ce consentement qui est projeté, en fait, par l'autre, celui à qui il sert, dont il couvre les actions, marque le lieu où se produit la transgression. Cette transgression est double dans la mesure où elle contourne les normes en vigueur, fussent-elles morales et implicites, mais aussi parce que la violence qui l'accompagne ôte à celui sur lequel elle s'exerce son existence singulière. Prétextant un consentement qui, en réalité, n'a pris que la forme de l'impossibilité du refus, parce que celui qui aurait pu refuser est trop faible pour le faire ou dans une situation d'assujettissement et dans l'incapacité de l'exprimer, la violence commise vient transformer celui sur lequel elle s'exerce en un objet. Elle fait de celui-ci le réceptacle du désir ou du projet de l'autre. En un mot, elle le réifie. Cette forme de violence nous renvoie à nous-mêmes et à la société que nous formons. Elle met le doigt sur notre manque de courage, sur ce que Marc Crépon et Camus, avant lui, nomment le consentement meurtrier, à savoir notre aptitude à fermer les yeux,
à détourner le regard de ce qui constitue un scandale, faute de trouver les moyens ou le courage de nous y opposer. Et comment le faire finalement quand les destructions que ce consentement autorise sont aussi massives, depuis la pauvreté jusqu'au meurtre, depuis les violences faites aux femmes et aux enfants jusqu'à la privation des droits essentiels à la vie. Le consentement se lit en miroir de notre incapacité et peut-être même de notre insensibilité. Et pourtant, le colloque l'a montré depuis 2 jours. Les choses bougent. Et c'est aussi, je crois, ce que signale ce terme de consentement dès lors qu'il se comprend sur son autre face, comme la reprise en main par l'individu de son propre destin. Car c'est ce que souligne en filigrane ce mot, la possibilité qui existe toujours de dire non, d'établir de la distance, de mettre en accusation, de faire s'affronter 2 libertés là où l'une voudrait réduire l'autre. Les orateurs qui se sont succédés ont témoigné de cette évolution, chacun dans leur domaine, et du fait que là où régnait le silence, ce sont désormais la parole et parfois même le cri qui se font entendre. Tout est une affaire de seuil, que ce soit dans la société ou dans la croyance, comme l'a rappelé Patrick Goujon. Ce qui apparaissait autrefois acceptable, ce qui était admis, cesse tout à coup de l'être, pour peu que les esprits évoluent et pour peu que le législateur édicte de nouvelles règles. Or, il est une chose certaine, comme le rappelait Clotilde Le Guil, c'est que nous vivons aujourd'hui un moment de sensibilité nouvelle à la violence, dont on voit déjà les effets se produire dans notre législation. En appeler à la nécessité du consentement, entendu donc cette fois-ci comme une reconnaissance de l'individu, serait alors, et c'est la proposition de cette conclusion, mettre l'accent en réalité sur le non-consentement. Le non-consentement qui n'est pas, et on le sent intuitivement, je crois, à travers les différentes communications qui ont été faites, la même chose que le refus ou la fuite. Le non-consentement se tient, lui, me semble-t-il, sur la ligne de crête. Il oppose à la violence une interrogation, un doute, une hésitation, tous ces espaces finalement de communication sur lesquels le moi se construit. Voilà pourquoi les mots des écrivains et des analystes sont si précieux pour le définir, qui échappent aux catégories. Plus qu'au consentement, c'est alors au non-consentement, dont vous parliez, François, tout à l'heure, qu'il nous faudrait réfléchir. Non-consentement où se manifestent les éclats d'un soi qui aspire à se constituer et à se voir reconnaître, jusque dans sa difficulté à assumer une décision, comme c'est parfois le cas. Si d'un point de vue sémantique, on peut reconnaître dans le consentement ce que j'appellerais un concept limite, c'est-à-dire un concept dont les 2 faces existent en même temps, un concept dont vous ne pouvez faire la critique sans l'invoquer lui-même, il me semble que philosophiquement, le non-consentement se déploie sur un espace bien plus riche que le consentement. C'est précisément celui de cette distance entre la volonté de l'autre et la mienne, celle qui marque toutes les raisons que j'aurais de ne pas lui céder, mais aussi le terrain sur lequel peut se produire parfois la rencontre de 2 incertitudes. C'est dans cet espace, donc, que non-consentement et consentement s'articulent. Quel individu dessine-t-il ? Sans doute, comme l'ont montré les différentes communications de ce colloque, un individu aux limites fluides, changeantes, adaptables, un individu non pas en noir et blanc, mais habillé de ce gris dont a parlé Blandine Rinkel, notion empruntée, j'imagine, au gris de Primo Levi, et qui dessine très bien cette zone où l'on se laisse conduire par une interrogation sur nos propres limites. Ce serait alors, on l'a vu, le langage qui ferait basculer les choses. Il fait signe vers cette philosophie relationnelle qui nous ramène à un « nous » dans lequel entre toute une part du monde et des autres. C'est lui qui trace la voie permettant aux victimes d'abus de s'interroger sur les motifs pour lesquels elles se sont un temps départies d'elles-mêmes. Le récit, encore une fois, n'en sera jamais linéaire, mais il ouvre la voie au fait de se réconcilier avec soi-même et sa propre histoire.
C'est ici, si on considère, encore une fois, le consentement par sa face affirmative, l'accord que je donne en toute connaissance de cause à me rendre à des raisons qui ne sont pas forcément les miennes ou à rejoindre les autres dans leurs actions. Car pour qu'il y ait consentement, le sujet seul ne suffit pas. Cela suppose un échange qui nous met en interaction avec les autres et le monde, la naissance d'une intersubjectivité qui se dira dans les termes d'une liberté et d'une responsabilité. Ce que le doyen Carbonnier résumait moins poétiquement en disant que le consentement désigne à la fois la volonté de chaque contractant et l'accord de leur volonté. À la peur, au processus de réification, c'est donc la confiance dans le monde, confiance dans les autres qu'il faut opposer. La confiance comme socle d'un nouveau consentement. Cette confiance, on l'a vu, elle connaît différents registres. Elle peut être celle du militaire, comme le rappelait le général Benoît Pugat envers son supérieur, celle du patient envers son médecin ou son analyste, celle de l'enfant à l'égard de ses parents et de l'entourage qui cherche à l'éduquer. Comme toujours, ce sont ces différentes voix que le colloque Gypsy vient mettre en résonance, en permettant de faire entendre ce qui demeurait auparavant indicible ou difficilement audible, en croisant les expériences et les regards. La spécificité du consentement est de dire le lieu où éclot l'individu dans le refus ou l'agrément, la singularité qu'il incarne tout en montrant la fragilité et l'impermanence. Il n'est jamais donné une fois pour toutes, il se réinvente à chaque fois et chaque fois sous des formes différentes. C'est lui qui nous autorise à faire société et à nous y épanouir. Alors je crois que, une fois de plus, il nous faut remercier Muriel et René de nous avoir permis de nous interroger, de réfléchir, d'échanger autour de ce qui fait et défait société, de ce qui nous permet de devenir chaque jour un peu plus nous-mêmes pour accueillir les autres. Merci à Muriel et René.